Il existe une photographie que personne n'aurait jamais dû voir. Elle aurait été prise dans un hôpital de la Havane en février 2013. Sur cette image, trois personnes entourant un lit. L'homme allongé sur ce lit n'est plus celui que le Venezuela connaissait. Les tubes reliés à son corps racontent une histoire qu'aucun communiqué officiel n'admettra pendant des semaines. Et les regards de ces trois enfants révèlent quelque chose qui dépasse la politique. La terreur absolue de comprendre que tout est sur le point de s'achever. Pendant des années, cette image s'est restée cachée sur des serveurs protégés, jalousement gardés par ceux qui savaient que sa publication pouvait changer le destin d'une nation. Car certaines vérités ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement le moment exact pour être révélées. Le Venezuela a vécu pendant 14 ans sous l'envoûtement d'une voix. Il n'était pas simplement un président de plus dans la succession des dirigeants du pays. C'était l'homme qui appelait la télévision publique à 3 heures du matin pour chanter des chansons de son enfance, pendant que des millions de personnes le regardaient en pyjama. Celui qui arrêtait des défilés militaires entiers pour descendre de la tribune, briser le protocole et enlacer des femmes âgées en pleurs dans la rue. Celui qui prononçait des discours de 7 heures, sans une seule feuille, sans aucun texte écrit, comme si le pays tout entier était son salon et chaque Vénézuélien un invité à qui il devait tout raconter. Les places publiques ne se remplissaient pas seulement de corps, mais de quelque chose de bien plus dangereux et enivrant. Une foi pure. Des mères soulevaient leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils le voient passer, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. Des hommes de 50 ans pleuraient ouvertement lorsqu'il évoquait leur village oublié de l'intérieur du pays. Des vieilles femmes apportèrent des photos de proches décédés pour qu'ils les bénissent depuis la tribune. Le Venezuela n'a pas seulement changé de gouvernement en 1998, il a changé de rythme, de langage, de rêve collectif, d'identité nationale. Les missions sociales ont déferlé comme une avalanche dans des quartiers où l'État n'avait jamais mis les pieds en 200 ans de république. Les hôpitaux se sont remplis de médecins cubains qui soignaient gratuitement à 3 heures du matin. Les écoles ont reçu des ordinateurs Canaima pour des enfants qui n'avaient jamais touché un clavier. Des personnes âgées qui avaient travaillé toute leur vie dans des haciendas ont touché une pension pour la première fois. Les pauvres, les oubliés, les invisibles de toujours ont senti pour la première fois que quelqu'un les voyait. Mais ont aussi commencé les expropriations qui laissèrent des familles entières à la rue, les affrontements violents lors de manifestations qui se terminaient par des morts, les chaînes nationales obligatoires qui interrompaient les programmes pendant des heures pour diffuser des discours présidentiels auxquels personne ne pouvait échapper. Le pays s'est coupé exactement en deux moitiés qui ont cessé de se parler, de partager des espaces, de se reconnaître comme compatriotes. Et au milieu de cette division brutale, derrière les murs surveillés de Miraflores, une famille apprenait les règles d'un jeu que personne ne lui avait expliqué et pour lequel il n'existait aucun mode d'emploi. Car être l'enfant de l'homme à la fois le plus aimé et le plus détesté du Venezuela ne venait avec aucune préparation. La vie était profondément étrange. Pas luxueuse au sens de palais européens aux lustres en cristal, mais surveillée avec une intensité claustrophobique. Chaque repas familial pouvait être violemment interrompu par un appel d'urgence nationale. Chaque week-end prévu pouvait être annulé à cause d'une crise diplomatique avec les États-Unis. Les anniversaires se fêtaient entourés de ministres transpirant sous leur guayabera et de gardes du corps avec oreillettes. Les conversations familiales sur des sujets ordinaires s'arrêtaient net lorsqu'un conseiller entrait avec des documents urgents nécessitant une signature immédiate. Et les enfants ont appris quelque chose qui marquerait leur esprit à jamais. Leur père ne leur appartenait pas vraiment. Il appartenait au Venezuela, aux 22 millions de personnes qui attendaient ses paroles chaque dimanche dans Allo Président. Eux ne l'avaient qu'en prêt, dans les minutes volées entre les chaînes nationales, dans les petits déjeuners expédiés avant les réunions du cabinet, dans les appels nocturnes lorsqu'il était en déplacement. Ils ont grandi avec la certitude amère qu'un jour, leur père deviendrait un chapitre dans les manuels scolaires. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas anticiper, c'est que ce jour-là, lorsqu'il arriverait enfin, les laisserait complètement seuls et exposés face à un pays incapable de distinguer le leader de son sang, le symbole des personnes réelles qui portent son nom. Et lorsque, en juin 2011, le mot « cancer » a été prononcé pour la première fois lors d'une allocution nationale, lorsque le commandant est apparu à l'écran en admettant la maladie qu'il avait cachée pendant des mois,
Le compte à rebours irréversible a commencé. Les voyages urgents à Cuba sont devenus hebdomadaires, puis constants. Les absences présidentielles se sont multipliées jusqu'à ce que le Venezuela ait un président fantôme. Et dans ces absences prolongées, dans ces silences officiels que le gouvernement remplissait désespérément de musique patriotique et de messages d'espoir préenregistrés, les enfants vivaient leur propre enfer privé et invisible. Voir leur père mourir lentement pendant que le pays exigeait obsessionnellement qu'il reste immortel. Elle a continué à défendre l'héritage avec la même fermeté. Elle est restée le visage familier et visible du chavisme à son moment de plus grande vulnérabilité. Cette décision l'a marquée profondément, car elle a confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait probablement déjà. Son identité personnelle s'était totalement confondue avec le projet politique de son père, qu'il n'existait plus de Rosa Virginia distincte de l'héritage d'Hugo Chavez, que sa vie n'avait désormais de sens que dans la préservation de cette mémoire historique. C'est indéniablement une forme d'amour filial, sincère et authentique. Mais c'est aussi une forme de disparition personnelle, un effacement progressif de soi pour devenir l'extension d'un autre, le sacrifice de l'individualité sur l'autel de l'héritage. Aujourd'hui, lorsque Rosa Virginia prend la parole lors d'un acte commémoratif du 5 mars, elle utilise les mêmes cadences vocales que son père, les mêmes pauses dramatiques soigneusement calculées avant les phrases importantes, les mêmes accentuations sur les mots-clés, les mêmes gestes de la main. Ce n'est ni une imitation consciente ni une parodie. C'est quelque chose de plus profond et de plus troublant. Une canalisation, comme si l'esprit du commandant parlait littéralement à travers elle. Ses partisans les plus fidèles y voient une continuité belle et nécessaire. Ses critiques les plus virulents y voient une incapacité pathologique à exister avec une voix propre. La vérité est probablement que ces deux interprétations contiennent chacune une part de réalité. Rosa Virginia vit aujourd'hui à Caracas, dans une maison située à l'est de la ville, protégée comme une forteresse militaire. Escorte armée en permanence, caméras de surveillance à chaque angle, protocole strict pour chaque déplacement. Elle ne peut plus faire des choses élémentaires que la plupart des gens considèrent comme acquises. Elle ne peut plus faire ses courses elle-même. Elle ne peut plus marcher sur une place publique sans déclencher une opération de sécurité. Elle ne peut plus s'asseoir dans un café simplement pour boire un café. Sa vie est une succession immuable d'actes officiels, de réunions privées avec des dirigeants chavistes et de commémorations de l'héritage. C'est une vie au sens indéniable, claire, structurée par un objectif. Mais en termes de liberté personnelle, zéro absolu. Et lorsque, lors de ces rares occasions où elle accorde une interview brève et contrôlée à un média ami, on lui demande si la vie d'avant lui manque. La vie simple à Barinas, où elle n'était qu'une institutrice allant au marché le samedi, elle marque une longue pause. Elle regarde un point indéfini à l'horizon. Elle sourit avec une tristesse qu'elle ne parvient pas à dissimuler totalement et répond d'une voix calme. Cette vie n'existe plus nulle part. Et la personne qui vivait cette vie n'existe plus non plus. Elle est morte le même jour que mon père. C'est sans doute la réponse la plus honnête et la plus déchirante qu'une personne dans sa position pouvait donner. Mais si Rosa Virginia Chavez est la sœur qui a embrassé l'héritage jusqu'à s'y dissoudre, Maria Gabriela Chavez en est l'exact opposé. Celle qui a fui cet héritage comme on fuit un immeuble en flammes. Et son histoire est si différente qu'on dirait qu'elles ont grandi sur des planètes différentes. Maria Gabriela Chavez Colmenares est née le 9 septembre 1983 en plein apogée de la Venezuela pétrolière des années 80. Elle n'avait que 8 ans lorsque le coup d'État a transformé son père en figure nationale, 15 ans lorsqu'il a remporté l'élection présidentielle, 29 ans lorsqu'il est mort. Et contrairement à Rosa Virginia, qui avait vécu 3 décennies complètes de vie normale avant l'ouragan, Maria Gabriela n'a jamais vraiment connu une vie sans caméra. Elle a grandi en étant systématiquement présentée comme la belle-fille du commandant. Les médias officiels l'adoraient avec une intensité presque obscène. Elle correspondait parfaitement aux standards occidentaux de beauté. Elle souriait naturellement face aux caméras. Elle parlait avec aisance en public. Elle avait de longs cheveux brillants que les magazines de mode adoraient photographier. On a délibérément fait d'elle la princesse officieuse de la révolution bolivarienne. Et elle, dans sa vingtaine, sans expérience de vie réelle pour comparer, a sincèrement cru que c'était son rôle naturel dans le monde.
Elle a commencé à apparaître régulièrement dans des événements internationaux pour représenter le Venezuela, à prononcer des discours rédigés par des conseillers sur la jeunesse et la transformation sociale dans des forums de l'ONU, à poser pour des magazines qui la présentaient comme le visage jeune et moderne du chavisme. Elle est devenue l'héritière médiatique non officielle et elle en profitait. Ou du moins, c'est ce que laissaient croire les photographies. Il existe une image précise de Maria Gabriela, prise en septembre 2010, qui résume parfaitement cette période dorée. Elle se tient dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle porte une robe rouge de créateur qui a probablement coûté plusieurs milliers de dollars. Ses cheveux sont coiffés en ondulations professionnelles. Son maquillage est impeccable. Elle sourit directement à l'objectif avec l'assurance absolue de quelqu'un qui sait qu'il appartient exactement à cet espace de pouvoir. En arrière-plan, légèrement flouté, on distingue les drapeaux de tous les pays membres de l'ONU, et elle est là, représentant le Venezuela, à seulement 26 ans. Cette photographie a immédiatement envahi les médias officiels vénézuéliens. Elle a fait la une des journaux. Elle est devenue le sujet d'émissions de télévision. C'était la preuve vivante que le chavisme était jeune, moderne, cosmopolite, international, capable de rivaliser sur la scène mondiale. Mais aucun de ces médias enthousiastes ne s'est arrêté pour se demander ce qu'elle ressentait réellement derrière ce sourire parfaitement calibré. Si cette expression de confiance était authentique ou le résultat d'années de conditionnement pavlovien, si elle était là parce qu'elle voulait sincèrement représenter son pays ou parce que c'était ce qu'on attendait d'elle et que refuser aurait été impensable. 3 ans plus tard, en mars 2013, son père est mort. Et à peine 2 mois après un deuil qu'elle n'a jamais eu le temps de réellement traverser, Maria Gabriela a reçu la nomination officielle qui a provoqué plus de controverses médiatiques que tout autre dans l'histoire récente de la diplomatie vénézuélienne. Ambassadrice suppléante du Venezuela auprès des Nations Unies. Un poste qui semblait taillé sur mesure pour elle, mais qui allait déclencher une tempête. Ambassadrice suppléante à 29 ans, sans carrière diplomatique préalable, sans expérience dans le service extérieur, sans formation formelle en relations internationales, sans jamais avoir travaillé en politique étrangère. Rien, à part un nom de famille chargé d'histoire. Les médias d'opposition, nationaux et internationaux, l'ont attaqué avec une férocité frôlant le personnel. Ils l'ont accusé publiquement de népotisme éhonté et insultant. Ils l'ont comparé à Chelsea Clinton, qui, au moins, avait étudié dans des universités prestigieuses, aux filles de dictateurs africains héritant de ministères, à tous les exemples historiques de privilèges aristocratiques maladroitement déguisés en méritocratie. Et, à être brutalement honnête, il n'avait probablement pas tort sur le fond de la critique. Objectivement, selon n'importe quel critère professionnel standard, elle n'était pas qualifiée pour un poste de cette responsabilité. Mais il est également vrai que personne portant le nom de Chavez ne pouvait être évalué objectivement dans le contexte vénézuélien. C'était structurellement impossible. Chaque action devenait politique. Chaque réussite était automatiquement suspecte. Chaque échec devenait une preuve irréfutable d'incompétence héritée. Maria Gabriela est arrivée à New York en mai 2013, sous le regard attentif de tout un pays. Pendant près de 2 ans, elle a tenté honnêtement de remplir la mission qui lui avait été confiée. Elle assistait ponctuellement à toutes les réunions prévues. Elle lisait méticuleusement les notes préparées par les diplomates de carrière. Elle prononçait les discours rédigés pour elle. Elle votait selon les instructions envoyées depuis Caracas. Mais ceux qui ont travaillé directement avec elle à la mission vénézuélienne auprès de l'ONU à cette époque racontent quelque chose de révélateur. Derrière la façade soignée, elle semblait profondément malheureuse. Lors des réunions internes, elle parlait très peu et seulement lorsqu'on l'interpellait directement. Elle évitait systématiquement de socialiser avec les autres jeunes diplomates lors des cocktails obligatoires. Elle rentrait dans son appartement de Manhattan dès la fin des événements officiels, refusant les invitations comme si elle purgeait une peine, comme si chaque journée demandait un effort de volonté immense. Et puis en 2015, est arrivé le choc médiatique qui a changé sa vie à jamais. Un quotidien espagnol à portée internationale, ABC, a publié une enquête explosive affirmant que Maria Gabriela Chavez possédait personnellement des actifs d'une valeur de 4 milliards de dollars. 4 milliards. Le chiffre était si absurde, si démesurément élevé, que même certains opposants modérés l'ont publiquement mis en doute.
Comment une personne de 31 ans peut-elle accumuler 4 milliards de dollars? En faisant quoi? D'où viendrait cet argent? Les chiffres ne tenaient pas, mais le mal médiatique était fait. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques heures. CNN l'a relayée, la BBC l'a mentionnée. Des journaux dans 50 pays l'ont reprise. La fille milliardaire du président socialiste prêchant l'égalité. La narration était parfaite pour les critiques du chavisme. L'hypocrisie révolutionnaire condensée dans une seule personne, jeune et photogénique. Le gouvernement vénézuélien a tout nié avec véhémence. Maduro lui-même a parlé de guerre médiatique, orchestrée par l'impérialisme. La chancellerie a menacé de poursuites internationales. Mais Maria Gabriela, elle, n'a rien dit. Pas un mot. Ni communiqué, ni interview. Silence absolu. Et ce silence a été interprété presque universellement comme un aveu de culpabilité, comme l'impossibilité de défendre l'indéfendable. Ce que très peu de médias ont raconté, parce que ce n'était pas vérifiable, c'est ce qui se serait passé en privé durant ces semaines. Des versions circulent dans les milieux diplomatiques, des témoignages indirects, des rumeurs parmi ceux qui travaillaient à l'ONU. On dit que Maria Gabriela aurait fait une grave crise nerveuse, qu'elle aurait cessé d'aller à la mission, qu'elle serait restée enfermée dans son appartement pendant 3 semaines, qu'elle appelait sa famille au Venezuela en pleurant de manière incontrôlable, disant qu'elle n'en pouvait plus, que la pression était insupportable, que chaque fois qu'elle sortait acheter du lait, elle avait l'impression que tout le monde la regardait comme une voleuse. Vrai ou exagéré, impossible à confirmer. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a disparu de la scène publique. Elle a renoncé à son poste diplomatique sans annonce officielle formelle. Elle a quitté New York sans dire au revoir à ses collègues et a entamé une vie nomade entre l'Europe et les Caraïbes. Madrid pendant 6 mois, Paris pendant 4, Dubaï pendant un temps. De grandes villes où personne ne connaît réellement l'histoire vénézuélienne, où le nom Chavez ne signifie rien pour le citoyen moyen, où elle peut s'asseoir dans un café sans être reconnue. Aujourd'hui, en 2025, Maria Gabriela Chavez a 42 ans. Et littéralement, personne ne sait avec certitude où elle vit. Il existe des apparitions non confirmées. Quelqu'un jure l'avoir vue dans un restaurant de luxe à Barcelone l'an dernier. Un autre affirme qu'elle vit sur une île privée des Caraïbes sous un faux nom. Certains spéculent même qu'elle serait à Miami avec une identité totalement nouvelle. Son compte Instagram, qui comptait autrefois 2 millions d'abonnés actifs, est totalement inactif depuis 2016. Sa dernière publication publique était une photo artistique d'une plage vide au coucher du soleil. Sans personne, sans texte, sans hashtag, sans localisation. Juste du sable doré et un océan infini. Comme un message subliminal désespéré, « Laissez-moi disparaître en paix ». Et le Venezuela l'a laissé partir. Elle n'est plus un sujet de une. Elle ne fait plus les gros titres. Elle est devenue un fantôme de sa propre histoire. L'héritière symbolique qui a rejeté l'héritage. La princesse qui a fui le royaume empoisonné. Mais il y a quelque chose qui la poursuit probablement psychologiquement, ou qu'elle se cache. La question sans réponse de savoir si ces 4 milliards de dollars étaient réels ou inventés. Si cette fortune supposée existe réellement quelque part, ou si elle n'était qu'une invention médiatique cruelle. Et la vérité brutale est que nous ne le saurons probablement jamais avec une certitude absolue, parce qu'elle a consciemment choisi le silence comme stratégie de survie. Et dans son cas précis, le silence était la seule forme de survie psychologique possible sans se détruire complètement. Mais l'histoire la plus fascinante de toutes, la plus inattendue et la plus subversive, est sans doute celle de Hugo Rafael Chavez Colmenares. Car pendant que ses 2 sœurs luttaient avec l'héritage de manière radicalement opposée, lui a fait quelque chose que personne n'avait anticipé. Il a décidé que l'héritage n'avait pas à le définir. Hugo Rafael était né le 9 septembre 1983, exactement le même jour que Maria Gabriela. Ils sont jumeaux, même si presque personne n'en parle publiquement, parce que cela brise la narration médiatique construite autour de chacun d'eux. Et dès la petite enfance, ils ont été complètement différents, comme si la nature les avait conçus pour être des opposés parfaits. Là où Maria Gabriela cherchait instinctivement les caméras, comme des fleurs cherchant le soleil, Hugo Rafael les évitait comme un vampire fuit la lumière. Là où elle appréciait sincèrement les événements officiels bondés de monde, lui se cachait dans sa chambre à la moindre occasion.
Pendant qu'elle développait des compétences sociales pour naviguer dans le monde du pouvoir, lui développait des compétences sportives pour s'en échapper. Il existe une anecdote précise datant de 2001 qui résume parfaitement Hugo Rafael. Chavez avait organisé un événement massif dans les jardins de Miraflores pour célébrer les 18 ans de ses jumeaux, l'âge légal de la majorité au Venezuela. Il avait invité des centaines de personnes, ministres avec leurs épouses, députés du MBR, artistes chavistes célèbres. Une immense scène, un système de son professionnel, un orchestre en direct, un service traiteur luxueux pour 500 personnes, des lumières colorées illuminant les arbres. C'était un événement d'État déguisé en fête familiale. Maria Gabriela était radieuse. Elle dansait la salsa avec des ministres 3 fois plus âgés qu'elle, saluait chaque invité avec enthousiasme, posait en souriant pour des centaines de photos. C'était son moment, et elle le savait. Hugo Rafael est arrivé à 8 heures pile, au début de la fête, vêtu de vêtements de sport décontractés qui tranchaient avec les costumes des autres. Il a brièvement serré son père dans ses bras, embrassé sa sœur sur la joue, mangé un plat debout dans un coin éloigné, puis à 8h30, il est parti sans dire au revoir à qui que ce soit. Il a littéralement quitté sa propre fête d'anniversaire après 30 minutes. Le lendemain, Chavez l'a cherché, agacé mais sincèrement perplexe, et lui a demandé pourquoi il était parti si tôt. Hugo Rafael lui a répondu quelque chose que Chavez racontera plus tard à Irma Marksman, son ancienne compagne, lors d'une conversation privée qu'elle révélera des années après. « Papa, avec tout le respect que je te dois, ce n'était pas ma fête d'anniversaire. C'était ton événement politique. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je voulais juste manger une pizza avec 5 vrais amis et regarder un film. Mais tu as organisé un cirque médiatique avec des ministres ivres qui ne connaissent même pas mon nom complet. » Cette réponse brutale résume toute la vie de Hugo Rafael en une phrase. Il n'a jamais voulu faire partie du spectacle. Et il a réussi quelque chose qui, avec le recul, semble presque impossible. Devenir pratiquement invisible en portant l'un des noms les plus visibles, les plus photographiés, les plus analysés du Venezuela. Comment y est-il parvenu? Avec une discipline obsessionnelle, presque monastique. En 25 ans de vie publique intense de son père, il n'a jamais accordé une seule interview enregistrée. Pas une. Les journalistes ont essayé des centaines de fois. Ils ont offert de l'argent, le contrôle éditorial total, la promesse de ne parler que de sport. Hugo Rafael a tout refusé avec un simple « non merci », poli mais ferme. Il n'a jamais eu de réseaux sociaux, d'aucune sorte. Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Aucune présence numérique vérifiable. Il n'assistait à des événements politiques du gouvernement que lorsque l'obligation familiale était absolument inévitable, comme des mariages ou des funérailles. Et même dans ces cas-là, il avait développé une technique parfaite. Rester au dernier rang, éviter le regard des caméras, partir dès que la courtoisie minimale le permettait. Sa stratégie de vie était simple, mais redoutablement efficace. Être médiatiquement ennuyeux, au point que les journalistes cessent de le chercher faute de matière. Et cela a parfaitement fonctionné. Il s'est consacré au sport dès l'adolescence, avec une passion qui était clairement une forme d'évasion psychologique. Il a joué au baseball dans des ligues de jeunes à Barinas avec un vrai talent. Pas exceptionnel, mais solide, fiable, techniquement correct. Puis il s'est intéressé au football lorsque le Venezuela a commencé à investir dans ce sport et a finalement trouvé sa véritable vocation. Enseigner le sport à des enfants issus de communautés défavorisées. Pendant des années, il a travaillé silencieusement dans des programmes de baseball pour jeunes à Barinas, organisés par la gouvernorat. Il a dirigé une ligue locale de football pour des enfants de quartiers marginalisés. Il entraînait personnellement des équipes d'enfants de 10 à 12 ans. C'était sa manière de contribuer socialement sans devenir une figure publique, sans discours, sans photo officielle, sans utiliser son nom de famille comme carte de visite. Les parents des enfants qu'il entraînait racontent tous la même chose, qu'il était ponctuel et engagé, qu'il arrivait à 6 heures du matin pour ouvrir le terrain, qu'il connaissait réellement le sport et savait enseigner la technique, qu'il n'utilisait jamais son nom pour se vanter ou demander des faveurs, qu'il traitait tous les enfants de la même manière, qu'ils viennent de familles chavistes ou opposantes, et que lorsqu'un parent essayait d'aborder la politique, Hugo Rafael mettait fin à la conversation avec politesse et la ramenait au sport.
Lorsque son père a été diagnostiqué d'un cancer en 2011 et que le déclin final a commencé, Hugo Raphaël n'a pas fait partie du cercle intime gérant les informations médicales. Il n'a pas participé aux réunions familiales où l'on décidait quoi dire publiquement. Il ne s'est pas rendu à Cuba pour les visites hospitalières comme ses sœurs. Il est resté concentré sur son travail sportif à Barinas, sur sa vie personnelle, loin de Caracas, sur la tentative de préserver une forme de normalité pendant que tout le pays paniquait. Certains l'ont critiqué pour cela. Ils ont dit qu'il était insensible, qu'il abandonnait son père dans le moment le plus difficile. Mais ceux qui le connaissent bien disent qu'il ne pouvait tout simplement pas gérer émotionnellement d'être au centre de ce drame, qu'il traitait la douleur en privé, et que sa manière d'honorer son père était de continuer le travail qui donnait du sens à sa vie. La mort de son père, le 5 mars 2013, l'a profondément marqué, mais de manière totalement privée et invisible. Il n'a pas prononcé de discours public de deuil. Il n'est pas apparu à la télévision en pleurs pour les caméras. Il n'est pas devenu le visage du chagrin familial national. Il a assisté aux funérailles d'État parce qu'il était impossible de ne pas le faire. Il était présent lors de la chapelle ardente réservée à la famille, mais toujours en second ou troisième plan, évitant délibérément les caméras, cherchant l'ombre pendant que d'autres occupaient le centre éclairé de la scène. Dans les années qui ont suivi la mort du commandant, alors que le Venezuela s'enfonçait dans une crise multidimensionnelle sans précédent, Hugo Raphaël s'est encore davantage éloigné de toute visibilité publique. Il n'a donné aucune interview pour expliquer sa vision de l'héritage paternel. Il n'a pas écrit de mémoire, malgré les avances de plusieurs millions de dollars proposés par des éditeurs. Il n'a participé à aucun documentaire qui aurait payé une fortune pour son témoignage. Il n'a jamais utilisé son nom pour construire une carrière politique personnelle, contrairement à ce que beaucoup attendaient. Sa décision de rester à l'écart était consciente, réfléchie, presque philosophique. Hugo Raphaël avait compris très tôt quelque chose que ses sœurs ont vécu différemment. Que l'exposition publique détruit toute possibilité de vie authentique. Que devenir un symbole politique signifie renoncer à être une personne. Que le nom Chavez est à la fois un héritage de pouvoir et une malédiction générationnelle. Et il a choisi, autant que possible, de rejeter cet héritage. Il s'est concentré sur sa vie familiale privée, sur la construction de relations humaines sans aucun lien avec la politique. Il s'est marié avec une femme de Barinas, étrangère au monde politique, qui appréciait justement sa discrétion. Il a eu 3 enfants qu'il protège farouchement de toute exposition médiatique, essayant de leur offrir la normalité qu'il n'a jamais eue. Il évite les événements politiques, sauf lorsque l'obligation familiale est absolue. Dans ces rares cas, il apparaît brièvement, respecte le protocole minimal, puis disparaît. Ses amitiés actuelles ont été choisies avec soin. Des personnes qui le connaissaient avant la présidence de son père ou qui n'ont aucun intérêt pour la politique. Des gens qui le connaissent pas comme Hugo, l'entraîneur de baseball pour enfants, pas comme Chavez, le fils du commandant. Les médias ont essayé pendant des années d'en faire un sujet. Photos floues, spéculations, tentatives d'obtenir une déclaration. Mais Hugo Raphaël n'a jamais rompu sa discipline absolue de silence médiatique. Aujourd'hui, en 2025, Hugo Raphaël reste le plus inconnu des 3 enfants. Aucun scandale, aucune enquête, aucune déclaration polémique. Seulement le silence, la distance volontaire et la construction patiente d'une vie loin des caméras. C'est l'histoire du fils qui a refusé le destin écrit pour lui, qui a choisi la périphérie alors que son nom lui garantissait le centre. La preuve qu'il est possible, bien que terriblement difficile, de construire une identité propre en portant un nom inscrit dans les livres d'histoire. Mais aucun des 3 frères et sœurs n'a pu échapper complètement à une chose, le poids invisible et permanent d'être observé, même lorsqu'il ne voulait plus être vu. Rosa Virginia a transformé la loyauté politique en pilier de son identité. Maria Gabriela a fui géographiquement pour préserver sa santé mentale. Hugo Raphaël a choisi l'invisibilité. 3 chemins, 3 manières de survivre, et un pacte silencieux les a unis. Ne jamais révéler les vérités les plus intimes de leur père. Après la mort du leader, lorsque la lutte pour contrôler le récit du Legs a commencé, aucun des 3 n'a dévoilé les conversations privées, les doutes, les contradictions, les peurs exprimées loin des caméras. Ils ont protégé ce qui leur appartenait exclusivement en tant que famille. Avec le temps, leurs silences ont révélé plus que n'importe quelle déclaration publique, car le pouvoir s'éteint,
l'histoire avance, mais l'écho demeure. Les enfants de Hugo Chavez portent dans cet écho dans chaque pas, chaque décision, chaque instant conscient de leur vie. C'est leur héritage et leur fardeau, leurs privilèges et leurs condamnations, leur histoire, leur destin inévitable. Si tu penses qu'il reste encore des vérités enfouies dans les ombres du pouvoir, des histoires profondément humaines qui dépassent les idéologies simplificatrices, abonne-toi maintenant. Ce qui arrive dans les prochaines vidéos a aussi été réduit au silence pendant des années, pour des raisons que tu comprendras. Ce sont des histoires de personnes réelles vivant des circonstances extraordinaires, et elles méritent d'être racontées. Pas depuis la haine, pas depuis l'adoration aveugle, mais depuis la curiosité sincère de comprendre ce que signifie être humain lorsque le monde te transforme en symbole.